J'ai reconnu l'écriture de ma sœur avant que Douada ait fini de poser l'enveloppe sur la table de la chambre du Pullman. Ce S majuscule qu'elle trace comme un serpent depuis qu'elle est comptable à Marcory. Ce n'était pas une carte de vœux. Quand j'ai déplié le papier, un relevé bancaire froissé, maculé de rouge à lèvres sur le coin inférieur. J'ai vu mon nom griffonné dans la marge et en dessous, le montant exact de ma dot. Un montant de 820 000 francs CFA. La dot que Douada avait versée à ma famille 3 semaines plus tôt sous les youyous de mes tantes et le regard fier de mon père. Cette dot qui avait scellé notre union devant tout Abidjan venait du compte épargne de ma propre sœur. 3 semaines plus tôt, j'étais la femme la plus heureuse d'Abidjan. Le matin du mariage, ma chambre sentait le jasmin et le beurre de karité. Mes tantes avaient étalé ma robe sur le lit comme une relique, le basin blanc cassé brodé de fils d'or aux poignets et au col. Ma mère ajustait mon voile en silence. Ses doigts tremblaient un peu mais elle souriait. Pas le sourire qu'elle avait sur les photos de son propre mariage, ce sourire figé que je connaissais depuis l'enfance et qui m'avait toujours semblé appartenir à une femme différente. Non, ce jour-là, elle souriait vraiment. Douada était arrivée à la mairie avant moi. Costume bleu nuit, pochette assortie à mon pagne. Quand je suis entrée, il m'a regardée comme si j'étais la seule femme vivante dans cette salle. J'ai oublié de respirer. C'était l'homme que j'avais rencontré 2 ans plus tôt au festival de musique de Bassam. Celui qui m'avait fait rire sous la pluie alors que le concert était annulé. Celui qui avait traversé tout Abidjan à moto pour m'apporter du riz sauce graine quand j'étais malade. Un professeur de lycée, 200 000 francs par mois, un 2 pièces à Yopougon. Et pourtant, il avait réussi à organiser un mariage de 3 millions avec traiteur de cocody, maquillage professionnel et 150 invités. Ma sœur Saran était ma témoin, ma confidente. Celle qui avait tout organisé avec une précision presque suspecte. Chaque facture, chaque contrat, chaque acompte. Quand je lui demandais comment Douada finançait tout cela, elle balayait ma question d'un geste. Il a économisé, c'est un homme sérieux. Et moi, j'avais accepté cette réponse parce que c'était plus facile que de poser les vraies questions. Ce soir-là, la fête battait son plein. Le champagne coulait, les plateaux de garba circulaient. Saran portait une robe verte émeraude et tenait mon bouquet pendant les photos. Elle m'a serré dans ses bras à un moment et elle m'a murmuré à l'oreille une phrase étrange. Maman aurait traversé le feu pour avoir ce que tu as ce soir. Ne l'oublie jamais. Sur le moment, j'ai cru à un élan de tendresse. Je n'ai pas vu que ses doigts tremblaient sur mon bouquet. Je n'ai pas entendu ce que sa voix cachait. Dans la chambre du Pullman, je tenais le relevé bancaire entre mes doigts et mes jambes ne me portaient plus. Le papier tremblait si fort que les chiffres dansaient. Douada était dans la salle de bain. J'entendais l'eau couler derrière la porte. Cette eau qui aurait dû être le bruit paisible de notre première nuit de noces était devenue le compte à rebours d'une confrontation que je n'avais pas voulu. Compte épargne de Saran. Retrait du 15 mai. 3 jours avant le mariage. Le bénéficiaire, un bijoutier du plateau. Le même bijoutier que Saran avait recommandé en disant « Je connais le patron, il te fera un prix ». Et vous, à la place de Niamey, auriez-vous ouvert cette enveloppe le soir de vos noces? Auriez-vous préféré ne jamais savoir, continuer à danser, continuer à sourire et garder l'illusion intacte? Dites-le en commentaire maintenant. Parce que ce qu'elle a découvert ensuite, même moi, en vous racontant cette histoire, j'en ai encore le souffle coupé. Mais ce que j'ignorais en dansant ce soir-là, en riant avec mes cousines, c'est que le prix de ce bonheur parfait avait déjà été payé. Pas par mon mari. Par ma sœur. Et que ce paiement n'était pas un cadeau. Puis un souvenir me frappa. Le dîner de fiançailles chez mes parents à Cocody, 2 mois plus tôt. Douada était arrivé en retard, le visage tendu. Il avait posé une bouteille de champagne sur la table, une marque correcte mais pas prestigieuse. Saran avait regardé la bouteille. Elle avait souri, et elle avait dit, assez fort pour que tout le monde entende, en fixant Douada droit dans les yeux, « Ne t'inquiète pas. L'important ce n'est pas ce que tu apportes ce soir, c'est ce que tu apporteras plus tard. Si tu y arrives. » Un silence de plomb avait traversé la table, mon père avait toussé. Ma mère avait fixé son assiette comme si elle contenait la réponse à une question qu'elle se posait depuis 30 ans. Et Douada, lui, il n'avait rien répondu, il avait souri. Le sourire d'un homme qui encaisse parce qu'il sait que celle qui l'humilie détient une vérité qu'il ne peut pas contredire. Et puis je revis autre chose, ma sœur, 2 semaines avant le mariage, posant son stylo pendant que nous trions les invitations.
Saran m'avait regardé avec une expression étrange, la bouche légèrement tordue. Tu sais, Douada est un homme bien. Mais un homme bien sans argent, dans cette ville, c'est un homme qui souffre. Toi, tu vis dans tes livres et tes rêves. Le monde réel, le monde des factures, ce n'est pas le tien. J'avais rangé cette remarque dans le tiroir des piques entre sœurs. Mais maintenant, dans cette chambre d'hôtel, les mots de Saran prenaient une couleur glaciale. Ce n'était pas une pique, c'était une justification. Et Saran s'était déjà justifié. Pourquoi Douada avait accepté cet argent sans jamais m'en parler? Pourquoi Saran ne m'en avait rien dit? Et quel était le prix réel de cette générosité? Parce que dans les familles ivoiriennes, l'argent ne circule jamais sans chaîne. La porte de la salle de bain s'ouvrit. Douada sortit, une serviette autour du cou. Il vit le papier dans mes mains, il vit mon visage. Et son sourire d'homme heureux s'effaça comme une bougie qu'on souffle. C'est l'argent de Saran. Je n'ai pas posé la question, je l'ai affirmé. Le relevé brandi devant moi comme une pièce à conviction. Douada resta figé au milieu de la chambre, pieds nus sur le carrelage froid. L'eau dégoulinait de ses cheveux et traçait des lignes sombres sur son col de chemise. Il ne nia pas, il ne détourna pas le regard. Il s'assit sur le bord du lit, posa ses coudes sur ses genoux et parla d'une voix calme. La voix d'un homme qui a répété cette confession 100 fois dans sa tête. Je n'avais pas l'argent Niamey. J'ai effectué des heures supplémentaires au lycée. J'ai vendu ma moto. J'ai emprunté à des collègues. Mais ta famille avait fixé la dot à 800 000 francs et la cérémonie en coûtait 3 fois plus. Même en ne mangeant pas pendant un an, je n'aurais pas pu réunir cette somme. Il s'arrêta, le climatiseur bourdonnait. Sur le plateau, des klaxons lointains traversaient la nuit. Alors tu es allé voir ma sœur? Non, c'est elle qui est venue me voir. Douada releva la tête et je vis dans ses yeux quelque chose que je n'avais jamais vu. Pas de la honte. Pas du regret. Une résignation animale. Comme un homme qui a été battu et qui a fini par accepter les coups. Je la vis, ma sœur, assise derrière son bureau en acajou à Marcory. Tailleur gris, lunettes de comptable, stylo Montblanc posé à côté d'un sous-main en cuir. En face d'elle, Douada mon futur mari, tassé sur une chaise comme un accusé. Saran qui poussait un document vers lui, une reconnaissance de dette. Pas un prêt classique, un contrat qui stipulait que si Douada ne remboursait pas la totalité dans les 5 ans, elle pourrait saisir nos biens communs. La maison que nous achèterions, la voiture, les meubles, l'avenir entier de notre couple mis en gage. Et Douada, les doigts tremblants, signait. L'encre bleue qui séchait sur le papier. Le buvard que Saran appliquait avec le geste sec d'une femme qui verrouille une transaction, le tampon. 2 coups secs. Et son sourire satisfait, le sourire d'une femme qui vient de s'acheter un contrôle définitif sur la vie de sa petite sœur. Mes jambes cédèrent, je m'appuyai contre la coiffeuse. Le miroir me renvoya mon reflet, une mariée en robe blanche dans une chambre de palace. Le rouge à lèvres qui avait coulé, les yeux qui brillaient de larmes que je refusais de verser. Et dans ce miroir, derrière moi, Douada, la serviette autour du cou, les épaules affaissées. Le visage d'un homme qui venait de perdre sa dignité en une seule nuit. 2 heures du matin, je pris mon téléphone, je composais le numéro de Saran. La voix de Saran était ensommeillée, puis alerte, puis tendue. Niamey, c'est ta nuit de noces. Pourquoi tu m'appelles? La reconnaissance de dette, Saran. Les 820 000 francs. Le bijoutier du plateau. Tu as acheté mon mari. Il y eut un silence. Pas celui de l'incompréhension, mais le silence de quelqu'un qui cherche la meilleure défense. Je l'ai fait pour toi. Tu l'aimais. Tu méritais ce mariage. Lui, il n'avait rien. Il allait te faire attendre 3 ans. Tu te serais fané à attendre un homme incapable de t'offrir une dot correcte. Tu n'as pas fait ça pour moi. Tu as fait ça pour me contrôler. Comme tu as toujours tout contrôlé. Mon lycée, ma filière à l'université, mon premier emploi. Et maintenant mon mari. Tu ne m'as jamais protégé, Saran. Tu m'as enfermé. La voix de Saran changea. Elle devint glaciale, puis tremblante. Tu veux savoir pourquoi je n'avais pas le choix, Niamey? Tu veux savoir ce que j'ai sacrifié pour que tu puisses avoir cette vie que tu méprises aujourd'hui? Mon cœur ralentit, puis accéléra. Dans la voix de ma sœur, il y avait une douleur que je n'avais jamais entendue en 30 ans. La vraie. Celle qu'on cache sous des couches de contrôle parce que si elle remonte à la surface, elle noie tout. Dis-le, papa n'a jamais payé la dot de maman.
La phrase tomba dans le silence comme un objet lourd dans une eau calme. Douada releva la tête. Moi, je ne respirais plus. Il l'a épousée sans dot, sans cérémonie, sans rien. Et toute sa vie, la famille de maman l'a traité comme un moins que rien. Il n'était pas un gendre, il était une honte. Et maman a passé 20 ans à essayer de réparer cette humiliation, à mendier le respect de ses propres frères, à pleurer chaque fois qu'on rappelait qu'elle avait été donnée gratuitement. Je les ai vus, j'avais 12 ans, tu n'étais pas né. Je les ai vus se faire insulter dans la cour de la maison familiale à Boaké. Je les ai vus se faire servir à part pendant les fêtes dans des assiettes ébréchées. Je les ai vus rentrer le soir et maman s'effondrer en larmes dans la cuisine, le visage dans ses mains, pendant que papa restait assis sur la véranda, silencieux, les poings serrés, incapable de la défendre parce que la seule chose qu'on lui reprochait c'était de n'avoir rien payé. Et je me suis juré ce soir-là, à 12 ans, dans cette cuisine qui sentait l'huile et la honte, que ma petite sœur ne vivrait jamais cette humiliation. Jamais. Je posais le téléphonie sur le lit. Je ne l'ai pas raccroché. Je le posais simplement, l'écran allumé, Saran qui respirait à l'autre bout du fil. Douada pleurait silencieusement. Les larmes coulaient le long de ses joues et il ne les essuyait pas. Et en le regardant pleurer, la serviette autour du cou, le dos courbé, je vis l'homme que ma sœur avait broyé dans son bureau de Marcory. Pas un complice, une victime. Je me levai. La robe de mariée pesait sur mes épaules comme un costume qu'on regrette d'avoir porté. Ce basin blanc cassé, ces fils d'or au poignet, ce col que ma mère avait ajusté le matin même avec des doigts tremblants. Ma mère, celle qui avait passé 20 ans à pleurer dans une cuisine, celle dont le mariage n'avait jamais été respecté, celle qui m'avait souri le matin de mes noces avec un sourire qu'elle n'avait jamais eu pour elle-même. Je traversai la chambre, j'ouvris la fenêtre, l'air d'Abidjan s'engouffra, lourd et humide, chargé de la rumeur du lagon. Sur la table, l'enveloppe était toujours là. Le relevé, l'écriture au S de serpent, je la pris. Je la tins devant moi, puis je me tournai vers Douada. Tu vas rembourser ma sœur, chaque franc. Pas dans 5 ans, dans 2 ans. Tu vas prendre des cours supplémentaires, des tutorats. Tu vas reconstruire ta dignité. Et si dans 2 ans cette dette n'est pas remboursée, je partirai. Pas parce que je ne t'aime pas. Parce qu'un mariage qui commence par un mensonge ne peut pas durer. Je repris le téléphone. Saran, tu vas annuler la reconnaissance de dette. Tu vas la déchirer devant moi. Et tu vas me promettre une chose. Plus jamais tu ne prendras une décision à ma place. Tu m'as protégé d'une humiliation qui n'était pas la mienne. Tu m'as sauvé d'une honte que je n'ai jamais vécue. Et je t'aime pour la petite fille de 12 ans que tu étais dans cette cuisine. Mais maintenant, laisse-moi vivre. Le silence au bout du fil dura longtemps. Puis Saran murmura, d'une voix que je ne lui connaissais pas, une voix de petite fille fatiguée. D'accord. Je raccrochai et regardai Douada. Je ne lui souris pas. Je ne l'ai pas pardonné. Je revins vers le lit, je m'assis à côté de lui et je posai ma main sur la sienne. Pas une absolution, juste une main. Le premier geste honnête de notre mariage. Et dans le miroir de la coiffeuse, je vis notre reflet. Lui en chemise trempée, la serviette autour du cou. Moi dans cette robe blanche qui ne signifiait plus la même chose. L'enveloppe de Saran posée sur la table entre nous. Toujours là, mais ouverte maintenant, vidée de son poison. La vraie dot, ce n'est pas l'argent qu'un homme pose sur la table devant ton père. La vraie dot, c'est le respect qu'il te donne chaque jour. La vérité qu'il choisit de te dire, même quand elle est honteuse. Et pour celles qui, comme Saran, ont grandi en portant la honte d'une famille qui n'avait pas été respectée, voici ce qu'il faut entendre. Protéger quelqu'un ne signifie pas décider pour lui. Protéger quelqu'un, c'est lui donner la force de faire ses propres choix. Même quand ses choix font peur, même quand ses choix pourraient échouer. Dans nos familles africaines, on confond trop souvent amour et contrôle, protection et domination, tradition et prison. Un mariage n'est pas un contrat entre ta sœur et ton mari. Un mariage, c'est un pacte entre deux personnes qui choisissent de marcher ensemble. Les yeux ouverts, les mains vides sans doute, mais le cœur droit. Et vous, avez-vous déjà découvert qu'une personne que vous aimiez avait pris une décision à votre place, pour votre bien, sans vous consulter? Écrivez oui en commentaire et dites-moi de quel pays vous regardez cette vidéo. Si cette histoire vous a serré le cœur, si vous avez senti le poids de cette enveloppe sur la table du Pullman comme si c'était la vôtre, alors vous savez maintenant pourquoi cette chaîne existe.
Abonnez-vous pour ne pas rater la prochaine. Vous avez survécu à celle-ci. La prochaine est pire.